Il était plus de 8 heures lorsque Jeanne s'éveilla. Encore sous l'effet des somnifères de la veille, elle se sentait la langue pâteuse et comme à l'étroit dans une bouche toujours entr'ouverte. Jeanne savoura ce bref instant où, les yeux encore fermés, elle retardait le moment d'être agressée par la réalité. L'unique pièce où elle vivait restait un des derniers vestiges de l'ère préatomique. Petite, dissymétrique, haute, elle offrait à qui y entrait un grand plongeon dans le passé. Seulement voilà, personne n'entrait jamais chez Jeanne, sinon des fantômes en robe à froufrou et chapeau haut de forme. D'ailleurs, eux seuls pouvaient se sentir à l'aise dans ce décor de musée. Certes, Jeanne acceptait le minimum de confort indispensable octroyé par l'époque actuelle dans le domaine de l'hygiène corporelle et alimentaire. Mais sa chambre en était préservée. Elle avait poussé le raffinement jusqu'à encastrer le sommeillor, à air pulsé, dans un véritable lit à monture de chêne ouvragé. Tout dans cette pièce était inconfortable et encombrant. Une table, un fauteuil, 2 chaises, et même une commode où elle rangeait ses documents universitaires. Pourtant, c'est uniquement dans cette pièce que le regard de Jeanne s'éveillait et qu'elle évoluait avec une grâce qui n'appartient qu'au passé. En combinaison de nuit, elle se dirigea vers la cuisine. Sans hésiter, d'une main habituée, elle pressa les boutons orangeade, porridge et cigarette, tandis qu'une voix suave sortait du sonore 300 incorporé au mur. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 11 novembre. La ville est climatisée à 16 degrés. Nous vous souhaitons une agréable journée. Son plateau à la main, elle se glissa à nouveau dans son sommeillor, posa son lecteur sur le cours d'histoire préatomique qu'elle devait donner dans la matinée et dégusta son petit déjeuner. À cette époque, l'amour était sanctionné par un contrat nommé mariage, qui ne pouvait être contracté que par 2 individus à la fois. Le contrat signé, ces personnes ne pouvaient avoir de relations sexuelles qu'avec le même partenaire, et cela à vie. Ceux qui outrepassaient cette loi étaient des êtres amoraux, sujets à caution. L'exemple d'Emma Bovary. Ah, la Bovary. Jeanne l'avait prise pour sa confidente secrète. Elle seule la comprenait. L'amour en l'an 2874 n'était plus qu'un mythe dont elle avait la nostalgie. Certes, la cellule familiale existait toujours, c'est-à-dire que vers 35 ans, un homme choisissait 1 ou 2 femmes pour faire des enfants. Mais c'était impensable qu'il en reste là. Un homme avait besoin d'une femme comme on prend machinalement une cigarette après un bon repas. Oh, les hommes. À cette pensée, un frisson parcourut l'échine de Jeanne. Sa seule et unique expérience avec un de ses collègues de l'université avait été une catastrophe. Elle s'était enfuie en larmes de l'appartement de Valérian, le laissant tout déconcerté devant une telle réaction. Et elle s'était ruée dans une bulle service qui l'avait ramenée frissonnante de dégoût chez elle, où Emma l'avait une fois de plus consolée. Certes, le docteur Gallet, un excellent neurologue, la suivait régulièrement. Peut-on vraiment soigner quelqu'un qui vit en marge du siècle? Peut-on seulement lui expliquer, lui faire admettre que c'est une utopie? Le lecteur s'était tu. Jeanne repoussa le plateau et passa dans la pièce d'hygiène. Confortablement installée sur un reposoir d'air, elle se laissa asperger par une fine pluie d'eau parfumée, tandis que de l'air roulait doucement sur ses chevilles jusqu'à son cou pour la masser. Puis, elle enfila sa combinaison de jour noir, et après s'être longuement brossé les cheveux,
Elle les attacha en un gros chignon serré, tout cela avec de petits gestes secs et précis. Elle se contempla sans indulgence dans la glace. Son nez trop mince et trop long conférait à son visage une sévérité qui intimidait ses élèves et les obligeait à ne pas la chahuter. Sévérité accentuée par des lèvres courtes et pincées. Seuls ses yeux, elle devait en convenir, étaient sa véritable parure. Légèrement étirés, aux cils immenses, cachant mal un vert taché de gris, profond et un peu fou. Jeanne frissonna. Ce n'était pas le moment de s'appesantir sur elle-même. La journée allait commencer et ses élèves l'attendaient. Une fois dans la rue, comme chaque matin, elle fut prise de vertige devant l'immense monstre mécanique qu'était devenu Paris. Faute de ne pouvoir s'étaler plus horizontalement, la ville avait démesurément grandi en hauteur, devenant ainsi elle-même une gigantesque HLM où chaque quartier correspondait à un étage, tous reliés par des escalators n'en finissant pas de se dérouler. On ne marchait plus à Paris. La bête grondait, sans cesse en mouvement, ravalant et brassant ses milliers d'occupants. Propre, tout luisait. Les gens eux-mêmes avaient la même expression, indifférente, sage et besogneuse dans cette fourmilière. Propre et parfait, puisque rien ne restait plus à inventer. Tout était à sa place. Les psychiatres veillaient à conserver chez chacun cet honneur uniforme, sans surprise, replaçant patiemment chaque maillon dans sa chair. Arrivée devant Paris 103, elle prit l'escalator pour Paris 104. Une foule immense s'y pressait. Tout là-haut se dressait la tour universitaire. Jeanne s'efforça de garder ses yeux rivés sur cette dernière. Depuis toujours, elle était sujette à un vertige presque superstitieux. Toujours. En fait, c'était depuis ce cauchemar absurde et entêtant, où elle s'était vue seule sur l'escalator 103, perdant l'équilibre, comme attirée vers le bas par deux bras puissants, et s'écrasant. Non, elle ne s'écrasait pas. Le rêve stoppait tandis qu'elle se laissait engloutir par ce vide reposant et meurtrier. C'est alors que Jeanne le vit pour la première fois. Il se tenait droit, la main gauche posée sur la rampe de descente. Cette main était ornée d'une bague en forme de serpent qui l'éclairait tout entier d'une auréole verte. Il portait un costume noir et un chemisier à jabot, comme sorti d'une gravure préatomique. Il avait un visage très long, très pur, un nez busqué et une barbe fine en collier. Il semblait détaché de la foule, à laquelle il n'accordait pas un regard. Soudain, tandis que Jeanne fascinée le fixait éperdument, ses yeux croisèrent les siens, des yeux légèrement étirés, aux cils immenses, cachant mal un vert taché de gris, profond et un peu fou. Des yeux... Mademoiselle, pouvez-vous nous expliquer la notion de mariage à l'époque préatomique? Les éléments de pure psychologie humaine m'empêchent de comprendre. Mais qu'est-ce que je fais là? Ah oui, l'université, ma classe. Elle s'y était rendue comme une somnambule et avait commencé le cours machinalement. Mademoiselle. Elle devait répondre, ne plus voir cette étrange lueur verte en suspens. La vie de l'époque préatomique ne peut en rien être comparée à la nôtre. Souvenez-vous que la grande révolution n'était pas ébauchée. Ils vivaient à travers des sentiments, des pulsions. L'ordre qui nous régit aujourd'hui était resté à un stade d'ébauche individuelle. La pensée commune n'existait pas. Le cours continuait, avec son bruit de papier froissé, de vagues chuchotis.
puis fut enfin interrompu par la sonnerie. Jeanne, voici déjà 2 ans que je tente de vous aider. Mais je ne peux rien pour vous si vous vous complaisez dans votre mythomanie. Soyez réaliste. Cet homme que vous dites avoir vu correspond trop parfaitement à vos rêves. Mais je ne rêve pas, docteur. Je le sais, je le sens. On ne peut tout de même pas rêver des détails comme cette bague, comme ce regard. On le peut parfaitement et vous savez cela. Réagissez enfin. Sortez de votre chambre musée. Distrayez-vous. Côtoyez des gens. La ville vous offre tout cela. Elle a mis plus de 1000 ans pour devenir cette perfection pour les hommes. Et vous la refusez. Vous êtes une aberration du siècle. Une erreur. Je ne puis rien pour vous si vous ne m'aidez pas. Je suis un psychiatre de notre époque. Je soigne les problèmes d'aujourd'hui. Je n'ai pas étudié le psychisme des pré-atomiciens. Ils sont tous morts. Sauf vous. Vous refusez de m'aider. Je ne refuse pas, je baisse les bras. Votre problème me dépasse. Ce serait malhonnête de vous faire perdre un temps précieux. Le lendemain matin, paniquée à l'idée de manquer ce qu'elle appelait son rendez-vous tacite, elle oublia son chignon et la plupart de ses cours, d'ailleurs inachevés, et partit en laissant la pièce dans un désordre inhabituel. Arrivée devant l'escalator 103, elle sentit son cœur battre démesurément et dut s'arrêter. Puis, ayant repris des forces, elle se laissa emporter par la vague de mécanique en scrutant chaque visage. Ce qu'elle remarqua presque aussitôt, c'est sa main, baguée si étrangement, cette ambiance verdâtre, et enfin, osant à peine lever les yeux plus avant, ce visage tourné vers elle. Leurs regards rivés se transmettaient 1000 mots, 1000 promesses. Elle se sentit défaillir. Ce sentiment de chute vertigineuse. Ses bras, ses yeux, le rêve. Vous ne vous sentez pas bien, madame ? Une jeune fille lui avait pris le bras avec sollicitude. Elle devait être bien pâle, en effet. Le regard des autres sur vous est le miroir le plus vrai. Merci, ça va mieux, ça ira. Merci. Et le flot humain reprit sa passivité uniforme et lourde. Chaque matin depuis lors, la trouvait au rendez-vous, et chaque matin la trouvait aussi transformée, presque belle. À l'université, elle regardait avec pitié ces pauvres jeunes qui ne sauraient jamais la douceur de l'attente de cette communion progressive avec un être. Elle les plaignait sincèrement, mais n'avait plus de temps à leur consacrer. Elle passait comme une somnambule à travers le quotidien de l'université, sans bruit aussi, comme un fantôme. Transformée. Hier, elle s'est trompée de cours, et aujourd'hui de salle. Le directeur est inquiet, il risque de la perdre. Peut-être pourrions-nous l'aider ? Laisse. Son psychiatre est plus qualifié. Une forme frêle et blonde se détacha un jour du groupe. D'un pas décidé, elle se posta à l'angle d'un couloir et attendit. Jeanne, perdue dans ses pensées, sursauta à son approche. Dites-moi votre secret. Vous êtes devenue si belle, si différente. Ah, dites-moi. C'était Lana, une élève modèle, celle qui ne riait pas durant ses cours et qui s'y intéressait tant. Ce n'est pas un secret, Lana. C'est un état depuis longtemps disparu. Les anciens l'appelaient l'amour. Pour le trouver, observe. Cherche à réveiller ton cœur en même temps que ton corps. Apprends à écouter battre celui de l'autre, à ressentir le vide de son absence, à transformer le monde sous tes doigts, à... Lana observait Jeanne, tandis qu'elle s'exaltait. Cette femme était folle, sans nul doute. Comme ces paroles sont étranges et insensées. Que cherche-t-elle ? Elle avait peur de cette envie grandissant en elle, cette envie de savoir. Non, elle ne voulait pas le croire. Elle devait partir. Courir. Vite, vite.
Non, 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 laissez-moi, laissez-moi. Lana, attendez, Lana! 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 L'aube se leva dans son univers de métal. Deux notes encore timides, tandis que Paris s'étirait avant de sombrer dans une symphonie désaccordée. Au pied de l'escalator 103, une forme blanche attendait, recroquevillée. Les rares passants, indifférents, ne lui accordaient pas un regard. L'escalator grondait, avalant et recrachant ses premières victimes. Jeanne leva lentement la tête. Un vague sourire flottait encore sur ses lèvres, le sourire d'une enfant qui refuse de quitter son rêve pour la vie. Il allait bientôt être l'heure de son rendez-vous quotidien. Pourtant, aujourd'hui allait être différent. Elle avait envie de hurler son bonheur à la tête de chaque passant, leur faire comprendre que tout allait commencer enfin. Elle avait aboli le temps. Elle qu'on traitait d'aberration de l'époque. Elle allait réaliser l'irréalisable. Elle avait marché toute la nuit en quête d'une réponse. Pour une fois, la ville cessait d'être anonyme. La réalité et le rêve réussissaient à se compléter presque parfaitement pour donner vie à une quatrième dimension dont elle seule avait l'accès. Aurais-je le courage d'y parvenir? Dois-je croire le docteur Gallet quand il dit que ma réalité n'est que le reflet de la fiction? La bête grondait son approbation. Tout devenait un signe. Elle savait qu'on l'attendait, qu'elle n'aurait plus peur. Elle leva la tête vers le grand bâtiment de l'université, témoin de sa vie monotone et insatisfaite. Les soubresauts de l'escalator l'invitaient à se laisser emporter. Étrangement, elle était seule. Toute vie avait déserté cette tentacule d'acier. Sereine, elle s'avança sur la première marche et ferma un instant les yeux. Il était si bon de savoir en les ouvrant qu'elle serait déjà si haut et si proche de sa vérité. Il était là comme les autres fois, plus grand peut-être, plus puissant. Elle affronta son regard si étrangement semblable au sien et attendit. Elle prit conscience que le temps devenait un élastique que l'on pouvait tendre à volonté. Une vie entière peut durer une seconde. Elle ne fut pas étonnée lorsque la main baguée se souleva pour la première fois, pour se tendre vers elle. C'était si simple, si prévisible. Pourtant, chacun de ses gestes était lourd et ralenti. Plus d'1 mètre les séparait. Ils allaient bientôt se croiser. La machine avait conservé son propre rythme, programmée et parfaite. Peu lui importaient les sentiments qu'elle transportait. Il fallait agir, tendre la main aussi, passer de l'autre côté.
Tout semblait si évident. Elle était devenue légère. D'ailleurs, elle était capable de voler, d'aller où bon lui semblait. L'auréole verte la souleva lentement, et elle sentit le contact d'une force chaude dans sa main tendue. Allongée sur la rampe de séparation, elle se sentit happée. 2 bras puissants et tout entiers. Une mélopée sourde, harmonique, sans dissonance. Enfin. Le bruit mat du corps tombant sur l'asphalte provoquait un léger désordre dans la masse compacte de la foule qui continuait à se déverser des escalators. Personne n'osait approcher. Un bruit confus monta bientôt autour du cercle formé autour d'elle. La ville vous offre tout cela. Elle a mis plus de 1000 ans pour devenir cette perfection pour les hommes. Et vous la refusez. Vous êtes une aberration du siècle, une erreur. Je ne puis rien de plus pour vous si vous ne m'aidez pas. Je suis un psychiatre de notre époque. Je soigne les problèmes d'aujourd'hui. Je n'ai pas étudié le psychisme des préatomiciens. Ils sont tous morts, sauf vous. Sauf vous. Sauf vous. Sauf vous. Qui est-ce? Que s'est-il passé? Elle a dû glisser. Mais je la reconnais. Elle est professeure à l'université. Une forme frêle et blonde, au premier rang du cercle, contemplait hébétée le corps de Jeanne. Elle comprit tant de choses. Ces mots échangés à l'ombre d'un couloir avaient trouvé là leur aboutissement, et elle avait été assez sotte pour être brouillée avec ces paroles. La folie seule avait poussé ce respectable professeur dans ses derniers retranchements, jusqu'à la mort. Pourtant, Lana fut la seule à apercevoir sur la main gauche de Jeanne cette bague en forme de serpent ornée de cette pierre verte. Électrisée, elle tenta de décrisper la main de la morte pour lui arracher l'anneau. Le doigt avait gonflé tout autour et retenait le bijou. Elle réussit cependant à le dégager, le mit à son doigt et s'enfuit en courant. Le troupeau humain reprit sa destination, lourd et passif. Seul en bas, un dessin à la craie, que chacun évitait malgré tout, retraçait le corps de la suicidée. Sur l'escalator de descente 103, un énorme panneau tranchait la grisaille du métal. En panne.